Donc, pour vous expliquer un peu la raison de ma venue ici, donc j'ai fait une enquête sur les horoscopes. Mon point de départ, c'est tout simplement, moi c'est une lectrice un peu ordinaire, j'ai toujours un œil à mon horoscope et c'est dans différents journaux et c'est un peu c'est de chercher à explorer un peu les coulisses de cette rubrique. Donc c'est vraiment les horoscopes dans la presse. J'ai décidé de me focaliser là-dessus, sinon l'astrologie est vraiment un champ très très vaste et donc voilà, il a fallu que je me restreigne. Et donc, au cours de mes recherches, je suis tombée à de nombreuses reprises sur votre nom, parce que vous avez publié pas mal de travaux, et je me suis également entretenue au téléphone avec Nicole Edelman, qui est historienne. Oui, je ne l'ai pas rencontrée, mais elle écrit des ouvrages intéressants. C'est ça, sur les sociologue, sociologue de la voyance. Oui. Voilà. Et donc, elle m'a aussi parlé, donc pour ça je me suis permis de vous contacter. Mais malheureusement, j'aimerais bien la rencontrer d'ailleurs, je sais pas que je crois qu'elle est assez occupée parce qu'elle écrit beaucoup. Oui, mais j'aimerais bien la rencontrer à l'occasion, Laurent. D'accord, alors qu'est-ce qu'elle vous a dit alors, si on peut... Elle était très occupée, donc en gros, elle a notamment travaillé sur le sujet qui m'intéresse, c'est-à-dire les horoscopes, particulièrement dans la presse féminine, mais d'un point de vue historique, donc voilà, moi c'est d'un point de vue journalistique plus, donc c'est quand même plus concret et actuel. Et donc elle m'a principalement renvoyé vers ses travaux, c'est pour tout vous dire, donc voilà. Donc, dont vous avez pris connaissance? Oui, elle a écrit un article sur le sujet qui m'intéresse. Et sinon, elle a vraiment écrit un bouquin d'histoire sur c'est quoi, c'est voyance et paranormal, je crois. Oui. Moi, je vous fais cadeau de ce livre que j'ai publié il y a quelques années déjà. Ah les éditions, oui. C'est presque vrai. Merci beaucoup. Vous pourrez vous compléter éventuellement. Merci beaucoup. Je vais le mettre par là. Le guide des astrologues, de l'astrologie. Donc, quelles sont les questions? Vous avez préparé des choses? Oui, j'ai préparé une vingtaine de questions, on verra si on les aborde toutes ou pas. Donc déjà, je voudrais... déjà, si vous pouvez vous présenter rapidement, parce que j'ai cru comprendre que vous étiez donc, un passionné d'astrologie depuis les années 70. Oui. Juste pour... Sauf que, effectivement, je suis un petit peu démarqué par rapport au milieu astrologique malgré tout, paradoxalement. Je l'étudie d'autant plus que j'en suis pas complètement membre. Enfin, je veux dire, c'est un peu... Comment ça? Je suis un peu un ethnologue, c'est-à-dire qu'effectivement, je ne donne pas de consultation, déjà. Je ne crois pas au thème natal. D'accord. Bon, donc je suis plutôt dans l'astrologie mondiale. C'est pour ça que les horoscopes, ça ne me gêne pas trop, parce qu'en fin de compte, les horoscopes, c'est quand même du collectif. D'accord. C'est le collectif, là, le fait d'être sous tel et tel signe, il y a des millions de gens qui sont sous le même signe. Donc je pense que l'astrologie a plus une vocation à nous parler du collectif qu'à nous parler de l'individuel. Bon, j'ai organisé un très grand nombre de colloques. Donc les astrologues, je les connais très bien. Je les connais parce que je les ai fait discuter entre eux. Je les connais parce que je les ai interviewés dans le cadre de mes émissions pour la télévision astrologique. Et moi-même, je suis un chercheur. Je cherche de nouveaux modèles en astrologie. Donc je me démarque aussi. Et je suis historien de l'astrologie. Donc je m'intéresse à comment le zodiaque s'est constitué, comment l'astrologie a évolué, comment différents courants se sont combinés entre eux, le côté syncrétique, comment l'astrologie a récupéré les éléments au cours de son histoire. Et d'autre part, je suis comme pour une certaine forme d'interdisciplinarité, puisque notamment je m'intéresse beaucoup à la question du masculin et du féminin. Et vous savez que justement dans les horoscopes de leur naissance, on faisait des prévisions différentes pour les hommes et pour les femmes. C'est un peu disparu, mais c'était très important, cette distinction. Et je crois que l'astrologie ne peut pas raisonner de la même manière dans les deux cas. D'accord. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, je pense que les hommes et les femmes, ce n'est pas la même chose. Et donc, l'astrologie n'a pas la même chose à dire sur elle. C'est un sujet qui est d'ailleurs très mal vécu par les astrologues en général, parce que les astrologues, justement, généralement, ils ne veulent pas distinguer le masculin et le féminin. Oui, ils veulent remplacer justement le masculin et le féminin par toutes sortes de divisions, de classifications qui, à mon avis, noient un peu le poisson. Et je crois au contraire que
pas faire de la bonne astrologie sans avoir réfléchi sur la question du masculin et du féminin. De même qu'on ne peut pas faire correctement de l'astrologie si on n'a pas une formation, je dirais, philosophique. C'est-à-dire si on n'est pas capable d'une certaine forme d'abstraction, parce que qu'on le veuille ou non, l'astrologie est quand même de l'ordre de l'abstraction. L'évolution des concepts, il faut savoir décliner un concept, il faut savoir qu'une notion peut prendre différentes formes. Donc il faut avoir une certaine agilité. Ce matin encore, je réfléchissais sur ce sujet, je disais que il vaut mieux savoir utiliser un concept sous tous ses angles que d'utiliser 10 concepts. Quelqu'un qui utilise 10 concepts, ça veut dire qu'il n'est pas très doué en philosophie, parce qu'en réalité, au fond, un concept bien maîtrisé a une valeur universelle, quel qu'il soit. Puisqu'il y a le oui et le non, il y a le positif et le négatif, donc il y a les préfixes. Donc si vous voulez, moi je dis toujours, on peut élaborer une philosophie à partir de n'importe quel mot. Du moment que vous utilisez le mot dans tous ses sens, par exemple être et non-être, avoir et ne pas avoir, présence et absence, donc en fin de compte, vous prenez n'importe quel mot et vous le développez jusqu'au maximum et vous arrivez à englober la totalité des problèmes. D'accord. Bon, cela dit, l'astrologie, elle est plutôt aujourd'hui cloisonnante. Les 12 signes zodiaques, par exemple, puisque vous parlez des horoscopes. Alors, quelle est la valeur de ce cloisonnement? C'est un sujet qui m'intéresse. Vous croyez ou pas? Non, je suis très sceptique. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire du zodiaque, mais je ne pense pas qu'on doive diviser les gens en 12 catégories d'après leur moment de naissance. Oui, ça revient parce que vous ne croyez pas au thème natal. Quoique c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est pas pareil. Ben non, je vous avoue que je suis assez. Le thème natal, c'est dresser, d'étudier l'ensemble des positions planétaires, l'ensemble des planètes au moment de la naissance, alors que l'horoscope, c'est regarder simplement un facteur qui est le signe. Donc le thème natal est beaucoup plus complexe que le signe zodiacal. Puisque un thème natal, ça peut comporter donc déjà les 12 signes, une dizaine de planètes, donc un thème natal, c'est pas axé sur un seul signe. Alors que l'horoscope est, lui, axé sur un seul signe au départ. Même si on peut le combiner avec l'ascendant, comme on a pris l'habitude de le faire dans les années 50. On ne le fait plus aujourd'hui? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est moins... Alors, mais de toute façon, déjà, ce n'est plus déjà l'horoscope des journaux, déjà. L'ascendant. Ah oui, c'est sûr. Si vous voulez, la formule de le signe zodiacal combiné avec l'ascendant, c'est une sorte de formule intermédiaire entre l'horoscope des signes et le thème astral. C'est une sorte de statut intermédiaire, c'est-à-dire qui est quand même déjà beaucoup plus complexe, qu'il faut tenir compte de l'heure de naissance, du lieu de naissance, ce qui n'est pas du tout le cas des horoscopes. Donc le natal, c'est une chose, mais le natal peut se décliner sous différentes formes. Il y a le natal où on fait vraiment le thème du moment, il y a le natal où on regarde simplement l'ascendant qui se lève au moment de la naissance et qu'on combine avec le signe solaire, et puis il y a l'horoscope classique des journaux où on dit voilà, vous êtes de tel mois, de tel signe. Je vais peut-être commencer du coup. Vous m'avez parlé d'horoscope à la Renaissance. Donc depuis quand, d'après vos recherches et vos propres connaissances, existent les horoscopes? Là encore, il faut distinguer. Il y a les horoscopes qui ont une valeur prévisionnelle, et puis il y a les horoscopes qui ont une valeur caractérologique. D'accord, vous pouvez m'expliquer? Par exemple, si je dis à quelqu'un, du fait que vous êtes du Bélier, vous avez tel et tel caractère, je ne fais pas de prévision. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'horoscope dans les journaux, il a cette double dimension. C'est-à-dire qu'il y a un côté qui est description du caractère, et un autre côté qui est qu'est-ce qui vous est arrivé ce mois-ci, ou cette semaine-là, ou ce jour-là. Ce sont encore deux notions différentes. Il faut éviter de les confondre. Donc quand vous dites horoscope, je suppose que vous ne parlez pas simplement du fait d'être né sous un signe ou sous un autre. Parce que dans les journaux, ce n'est pas ça dont il s'agit. Dans les journaux, on va au-delà de ça. On dit, voilà ce qui va arriver aux gens du Bélier pendant la semaine. Donc c'est bien autre chose qu'une simple description du caractère Bélier. Et là, c'est déjà une prise en compte
de toutes les configurations astrales qui peuvent jouer sur cette position-là. Donc c'est déjà beaucoup plus complexe. Le fait de rédiger des horoscopes avec des prévisions, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement de dire que vous êtes de tel signe. Parce que le fait de dire que vous êtes de tel signe, ça va être une valeur absolue. Donc à leur naissance, on ne faisait pas des horoscopes prévisionnels, on disait effectivement, voilà, quand vous êtes né sous tel signe, vous avez tel comportement, on peut même à la limite dire que vous aurez tel type de vie, mais on ne donnait pas de date. On ne peut pas parler de prévision astrologique si on ne parle pas de date. Donc si on ne date pas, il y a une astrologie qui date et celui qui ne date pas. Et l'astrologie des poussées, comme les gens qui sont nés sous tel signe, des petits gens sur tel signe, il n'y a pas de date. Cette date, c'est la date puissante. Mais la date, les dates qui sont présentées dans la vie, elles ne sont pas notées sur la vie. En revanche, dès qu'on est dans l'astrologie, mais dans l'astrologie de presse, quand les astronomes, c'est daté. En tout cas, la prévision vaut pour telle période. Donc ça demande des calculs. Même si on dit parfois qu'on fait des calculs n'importe quoi. Même si on dit parfois que c'est pas les astronomes qui les font. Alors, on ouvre plein de portes. Alors, ma deuxième question, c'était comment s'écrivent les horoscopes de presse, enfin les horoscopes contenus dans les journaux, pour les calculs. Est-ce que brièvement, vous pouvez m'expliquer un peu comment un astrologue lambda qui est intéressé pour un journal, comme Didier Dom. Voilà, c'est la vidéo que j'ai fait. Oui, écoutez, c'est simple. Donc, vous savez que, au départ, c'est le soleil. Quand on dit que quelqu'un est sous le signe de Sagittaire, il a son soleil. Là, il peut plutôt dans d'autres signes. Même si Mercure et Vénus, généralement, ne s'éloignent jamais du soleil. C'est souvent plutôt dans les planètes qui dans l'ensemble du zodiaque. Alors, quand on veut faire des prévisions dans les journaux, vous connaissez la notion de maison astrologique? Il y a 12 maisons astrologiques. Non, voilà. Quoi qu'on pense. Il y a, parallèlement à la division des 12 signes, il y a la division des 12 maisons. Alors, la maison 1, par exemple, c'est la personne, la maison 2, c'est l'argent, la maison 3, c'est les professeurs, il y a tout un discours sur les différentes maisons qui correspondent plus ou moins, et là on pourrait discuter, et ces premières maisons correspondent plutôt à la vie à l'intérieur de la famille, et les dernières maisons correspondent plutôt à la vie à l'extérieur de la famille. Le mariage, tout ce qui fait que l'individu sort de son milieu familial. Donc c'est très. Donc ça va très loin, parce que la maison 5, la maison de l'enfant, la maison 6, la maison de la vie. C'est très divinatoire. Alors par conséquent. Ah ben ça a été. Oui, alors effectivement. Là vous posez déjà des questions beaucoup plus complexes. D'abord ça existe déjà depuis 2000 ans. C'est pas d'hier, ces notions-là sont pas d'hier. Là vous avez plutôt une approche historienne, là, ça devient un peu plus compliqué. Ce sont des. Donc moi je veux bien vous répondre à ces genres de questions, mais vous éloignez là, vous éloignez, parce que si on commençait à vous demander d'où ça vient et comment on a élaboré ces notions, on n'en finit plus. Là, attention, d'où viennent les noms des planètes, d'où viennent les noms des signes, d'où viennent le nom de. Alors, on n'en finit pas. Moi je veux bien, mais il faut quand même savoir où vous allez. Donc on part du principe, donc effectivement, on va installer ce système des 12 maisons, on va le caler sur la position du soleil. Donc si le soleil va être en Sagittaire, la maison 2 sera en Capricorne, la maison 3 sera en Verseau, etc. Donc les 12 signes vont être associés aux 12 maisons. Ça veut pas dire que c'est la même chose, mais ils vont être connectés. Il y aura tel signe dans telle maison.
Ensuite, il y a les planètes qui circulent aujourd'hui, au moment où vous faites le thème. Pas du tout le thème natal à ce moment-là, c'est le thème du jour. Le thème du jour, ben, les planètes, il y a Mars, il y a Vénus, il y a Jupiter, etc. Ces planètes sont trouvées dans certains signes, donc dans certaines maisons. Donc ils vont agir dans une certaine maison. Par exemple, Mars va agir dans la maison 3, les gens du Taureau, telle semaine. Saturne va agir dans la maison 8, des gens du Verseau, telle semaine. Et c'est comme ça qu'on fait sa cuisine, si vous voulez. Donc, la planète du jour tombe dans la maison de naissance calculée du sous solaire, et on va donc avoir une planète qui va agir sur une maison, et ça va vouloir dire des choses pour la personne, ou pour le groupe de personnes. Donc on va faire ça pour chaque... Pour le dessus. L'astrologue va dresser 12 thèmes, 12 systèmes de maisons, chaque fois démarrant du signe concerné. Donc le système, si les gens sont du Gémeaux, il va démarrer à partir du Gémeaux. S'ils sont du Gémeaux, il va démarrer à partir du Gémeaux. Il va être décalé. Et donc les planètes qui vont passer, ils ne vont pas toucher au même secteur. Ce seront les mêmes planètes, mais elles ne joueront pas sur le même secteur puisque ça sera décalé d'un cas à l'autre. D'accord. Comme le Neptune, par exemple, en quel signe actuellement, ben, pour les gens du Bélier, il jouera dans la maison 3, pour les gens de la Vierge, il jouera dans la maison 7, etc. Oui. D'accord. Et tout ça, ça permet évidemment tout un discours. La planète joue dans telle maison, il y a aussi du caractère, aussi un compte aussi un petit peu de caractère de signe. Voilà. Par exemple, on dit la maison 2 c'est l'argent, si on parle de réussite, je sais pas quoi, c'est... Après, souvent les horoscopes sont découpés un peu par thème, par santé, niveau... Non, il y a les deux, c'est les maisons. Donc, au moment de la l'écriture et de la rédaction, par exemple, dans le parisien, il y a forme, santé, tout. Est-ce que ça l'astrologue va prendre en compte il va faire voilà, c'est ça. En réalité, c'est les 12 maisons qui vont alimenter ces aspects. D'accord. Donc il va réduire éventuellement les 12 maisons, le travail, la société, etc. Mais en fin de compte, c'est les 12 maisons qui sont l'assise même de sa des horoscopes. D'accord. Et effectivement, c'est vrai que au départ, c'est quelque chose, je vais dire franchement, au départ, les 12 maisons, c'est simplement une façon de dire qu'il y a une cyclicité. Oui. D'ailleurs, on dit, voilà, bon, ben, voyez-vous, il y a un moment où on est jeune, un moment où on est plus vieux, voilà, donc ça bouge comme ça. Bon. Maintenant, si on fait, bon, au lieu de dire simplement qu'il y a une cyclicité et qui va d'un point A d'alpha à oméga, de A à Z, etc., et que, on pourrait par exemple dire, il y a les âges de la vie, par exemple. Donc il y a l'enfance, donc les premières maisons seraient les maisons de l'enfance, et puis les dernières maisons, les maisons de la vieillesse, etc. Bon. Alors au lieu de dire ça comme ça de manière générale, vague, on a voulu préciser. Bon. Mais à force de préciser, on prend ça à la lettre. Hein, si on dit par exemple à un moment donné, ça va être l'âge où on va faire des enfants, ou bon, alors tout de suite on va dire, ah oui, alors ça va jouer sur vos enfants. Bon, mais on pourrait discuter là ça indéfiniment, mais je veux dire que on part de notions qui sont finalement très simples, et puis on les prend trop à la lettre, en fin de compte, dans beaucoup de cas en astrologie, on est dans une symbolique. Donc voilà. Le drame de l'astrologie, c'est ça. On est dans une symbolique qui veut simplement indiquer un mouvement, une progression, et on prend cette symbolique à la lettre. D'accord. Hein, donc c'est ça. Alors en prenant cette symbolique à la lettre, on fait de la digression. Ça part dans tous les sens. Hein, vous allez dire, par exemple, le signe zodiaco, vous savez par exemple, c'est une symbolique qui est liée aux 12 mois de l'année. Oui. Non, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, c'est... Ça... Non, je parle sur le plan de la symbolique. Oui, oui. Je parle pas simplement du fait que les gens du Gémeaux... Non, c'est le nom même du signe qui renvoie à un certain moment de l'année. Ça, vous ne savez pas. Donc Lion en été, vous voulez dire, par exemple? Lion en août, c'est... Non, mais par exemple, le Lion n'est pas un bon exemple, mais par exemple... la Vierge, par exemple, les moissons, par exemple, bon, là, si le signe de la Vierge correspond au mois de fin août, début septembre, bon, c'est parce que c'est la période des moissons.
Donc on choisit le signe pour marquer qu'on est dans un certain moment du cycle des saisons. Ça va pas tel point. Maintenant, de toute façon, en plus, ce qui vient compliquer les choses, c'est que ces symboliques ont été corrompues, ont été déformées, ont été interpolées, donc elles sont plus du tout transparentes. Ça, c'est aussi un problème de l'opacité du symbolisme astrologique, c'est qu'il a été considérablement perturbé et qu'il est corrompu. Bon. Mais globalement, au départ, il s'agit d'une volonté de simplement indiquer que dans une cyclicité, il y a un commencement, il y a une fin. Et en ce sens-là, les 12 signes, c'est un commencement et une fin, les 12 maisons, c'est un commencement et une fin, les planètes, c'est aussi un commencement et une fin, parce que aussi, il y a les premières planètes comme Mercure et Vénus qui correspondent plutôt à l'enfance, et puis après, c'est des planètes qui sont plus adultes. Donc, dans tous les cas, si vous voulez, une clé de l'astrologie fondamentale, c'est que toutes ces symboliques recouvrent une même vérité, à savoir qu'il y a une enfance, il y a un début des choses, et puis il y a une fin des choses. Après, on peut broder là-dessus, mais au fond, tout ça est là-dessus. Et juste, c'est encore de la curiosité, si ça nous fait trop digresser, vous me le dites, mais vous me disiez, l'astrologue pour écrire son horoscope se base sur la position des planètes en un certain signe. Donc, du coup, chaque astrologue a un télescope chez lui. Comment il voit, comment il observe les planètes. Comment il les observe? Ils ont des bouquins. Des bouquins qui prévoient la position des planètes. Bah oui, évidemment. Ah oui, d'accord. Alors là, il regarde. La plupart des astrologues ne connaissent absolument pas le ciel. D'accord, désolé, c'est peut-être des questions. Non, mais c'est intéressant, mais effectivement, là, vous êtes complètement à côté de la plaque, parce qu'en réalité, il regarde, par exemple, s'il veut savoir ce qui se passe aujourd'hui, ben, il regarde en janvier 2013, puis la position des planètes dans les signes. Et ça, c'est quoi ce livre? C'est les éphémérides. Ok, très bien. Ça, c'est l'outil absolument crucial de l'astrologue. Moi, je non, ils ne vont pas regarder. La sorte qui pourrait. Autrefois, c'était comme ça. Oui. Autrefois, il n'y avait pas ces éphémérides. Là, c'est des astronomes. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais de toute façon, c'est pas très compliqué. C'est des équations mathématiques. Oui. Mais autrefois, les astrologues, c'était quand même à plusieurs siècles. Autrefois, l'astrologue pouvait être amené à regarder le ciel au moment de la consultation. Oui. Au moment de la consultation. Évidemment, il ne peut pas. Parce que, imaginez, Camille, que quelqu'un, si vous voulez faire le thème natal de quelqu'un, vous n'allez pas regarder le ciel d'aujourd'hui. Non. Ah bon, vous voyez bien qu'il faut bien avoir des documents. Donc ça ne marche pas comme ça. Donc il peut regarder le ciel du moment où la consultation a lieu. Mais si c'est un truc qui a lieu, si vous avez par exemple une trentaine d'années, il va regarder les documents. Il va faire des calculs. Mais en aucune façon, je peux regarder le ciel il y a 30 ans. Oui. Une absurdité. Oui. Tout à fait. Ok, donc on va continuer. Tout à l'heure, vous m'avez dit aussi, donc il y a des astrologues qui font ça bien, qui écrivent ça pour la presse, d'accord, ils font leur horoscope, mais vous avez aussi évoqué le fait que certains horoscopes n'étaient pas écrits par les astrologues. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, mais vous en savez plus, vous? Non, on peut imaginer des journalistes qui font des sortes de pseudo-horoscopes. Oui, mais vous n'avez pas de preuves, quoi. Non, je n'ai pas de documents à ce sujet. D'accord. Mais peut-être que c'est de moins en moins vrai, mais peut-être que ça peut être vrai. Parce que moi, pour de mon enquête, je me rends compte que la plupart des horoscopes sont signés sous un pseudonyme et que ça peut renvoyer vers des prestataires. Non, il y a beaucoup d'astrologues qui signent sous leur nom. Oui, il y en a, mais je vous dis qu'il y en a aussi qui... Oui, mais ça peut être des pseudos. Écoutez, en tout cas, c'est facile à voir. Il suffit de regarder le document. Oui. Si le document est fondé sur des éléments techniques précis, on voit bien que... Généralement, un horoscope, il y a les deux signes, les trois lignes, et voilà. Donc la question est là. Plus l'horoscope est truffé d'éléments techniques, plus on peut penser que c'est une astrologue qui l'a fait, et plus il reste dans des généralités psychologiques assez vagues, et plus le doute est permis. Et vous avez un doute, par exemple, sur les astrologues? Enfin, je ne sais pas si vous utilisez les horoscopes. Non, mais il est clair, par exemple, que même quand vous allez voir un astrologue, vous n'en savez rien non plus. Parce que si vous ne connaissez pas l'astrologie, vous ne saurez pas, même s'il emploie des expressions techniques, vous ne saurez pas si elles sont valables ou pas.
et s'il n'emploie pas d'expression technique, ce qui est d'ailleurs souvent le cas, c'est encore moins évident. Ouais. Beaucoup d'astrologues, justement, mettent un point d'honneur à parler le langage de leurs clients, et par conséquent, la dimension technique n'est pas très présente. Et à ce moment-là, c'est la porte ouverte, d'autant plus, Camille Laurent, que on peut aussi s'amuser, parce que comme maintenant il y a des logiciels de calcul qui dressent la carte du ciel, quelqu'un qui n'est pas astrologue peut très bien sortir une carte du ciel et ne rien y connaître. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, n'importe qui peut sortir sur une imprimante une carte du ciel, et puis se présenter avec la carte du ciel, et puis commencer à dire ce qu'il a à dire, surtout si en plus il est un petit peu voyant sur les bords, et qu'il n'ira pas forcément des bêtises. Il n'y a pas de... Donc, effectivement, le doute existe sur la question de savoir si la personne est vraiment formée astrologiquement ou pas, et puis, de toute façon, en plus, c'est de savoir si cette formation a une valeur quelconque. C'est un autre problème encore. Ça, c'est un problème pour l'astrologie quand même. On peut pas, c'est difficile de lui faire confiance si on n'a pas d'éléments de légitimité. Mais vous ne pouvez pas lui faire confiance, vous n'y connaissez rien. Moi? Non, mais oui. Oui, non, mais moi. Non, mais le client de base, il n'y connaît rien. Donc, comment voulez-vous qu'il fasse confiance? Si quelqu'un est en situation où il peut être berné, c'est son problème. Si vous ne connaissez pas le sujet dont on vous parle, comment pouvez-vous empêcher qu'on vous raconte n'importe quoi? Après, je sais pas, je pense à un psychologue, si on va consulter. Oui, mais là, c'est déjà moins compliqué, c'est déjà moins technique. Aujourd'hui, si je ne connais rien à la psychologie, et bien, je vais aller voir un psychologue, on peut penser que ce sera un vrai psychologue. Oui. C'est de plus en plus rare les charlatans dans ce milieu-là. Donc c'est quand même bizarre que pour l'astrologie, il n'y ait pas de sorte de charte. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que la notion de charlatanisme en psychologie et en astrologie n'est pas du tout la même. Non, mais je précise, les enjeux de l'astrologie sont beaucoup plus élevés que ceux de la psychologie. En psychologie, qu'est-ce que vous attendez? Que quelqu'un vous dise des choses intéressantes sur vous? Bon, ben voilà. En astrologie, vous met la barre beaucoup plus haut. On dit, oui, je vais regarder le ciel pour savoir qui vous êtes. Donc il y a des enjeux scientifiques qui n'ont rien à voir. Donc le charlatanisme, il est forcément beaucoup plus lourd en astrologie que qu'en psychologie. Parce que le psychologue n'y prétend rien. Qu'est-ce qu'il prétend, le psychologue? Il prétend avoir une formation, une connaissance, une expérience, et puis il vous écoute. Donc, quel est le charlatanisme? Limite, à partir de quel moment peut-on dire qu'un psychologue est un charlatan? C'est même pas certain. Alors qu'un astrologue peut être un charlatan, c'est un débat qui... Ça n'est pas du tout contre l'astrologie qui dit ça, au contraire. Et que l'astrologue, il a un autre enjeu que le psychologue. L'astrologue, il est quelqu'un qui prétend qu'en faisant votre thème, il va pouvoir dire des choses sur vous. Bon, le psychologue ne prétend pas des choses pareilles. Donc il prétend rien, le psychologue. Il prétend pas grand-chose. Donc il prétend pas grand-chose, il ne peut pas être un charlatan parce qu'il prétend pas grand-chose. Moins les gens prétendent, moins ils peuvent être des charlatans. C'est pour ça qu'un psychologue charlatan, c'est presque une impossibilité. Non, je disais ça parce qu'il y a un moment où pas mal de gens mettaient des plaques. Maintenant, c'est pour avoir. Enfin, la psychologie, c'est un diplôme d'État. Voilà, après, c'est les psychothérapeutes qui peuvent mettre. Sans avoir de formation. Parce que pour ça, mais la formation, c'est une chose, la compétence, c'est une autre. Bon, mais en tout cas, en astrologie, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que, en plus, l'outil astrologique, quelle est sa valeur intrinsèque, etc. Donc, on rentre dans d'autres considérations, là, considérations de fondement de l'astrologie. L'astrologie est un savoir qui est contesté, donc même celui qui a suivi une formation très sérieuse, est-ce que pour autant il n'est pas un charlatan si cette formation est elle-même charlatanesque, si on peut dire. On va dire, on n'en sort pas, on peut dire tout au plus que telle personne applique les règles traditionnelles de l'astrologie dans son travail. Maintenant, est-ce que ces règles sont valables? C'est une autre question. Et souvent, les astrologues vont se replier là-dessus. Ils disent, moi, écoutez, vous me demandez un truc astrologique, je vous donne un truc astrologique. Vous me demandez de vous dire des choses à travers l'astrologie, je le fais. Maintenant, à la limite, l'astrologue, il dit, moi, je ne vous garantis rien. Je vous fais les choses telles que vous l'avez demandé. Comprenez-vous? Donc, ça ne va pas tellement plus loin. On tombe dans une sorte de compétence l'ivresse qui est scolaire, voilà, on est dans le scolaire. C'est-à-dire que voilà, comme on dit, c'est d'après le bouquin, voilà, les livres disent ça, moi je vous répète ce que les livres disent. Pour revenir un peu à nos moutons, est-ce que
selon vous, moi je m'intéresse, comme vous l'avez dit, aux horoscopes dans les journaux, est-ce que selon vous c'est indissociable, la presse et les horoscopes? Est-ce que les horoscopes continueraient à à vivre comme ça s'ils n'étaient pas publiés? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, c'est vrai que les horoscopes sont apparus dans la presse dans les années 30. Oui. Il y a eu d'ailleurs un travail intéressant de Garderin là-dessus, je vous conseille, qui s'appelle Le retour des astrologues. Oui. Ou la croyance astrologique moderne. Ça a été réalisé sous cet angle-là. Bon, curieusement, au départ, les horoscopes des journaux ne distinguaient pas les 12 signes. Oui, c'est plus récent. Ils donnaient simplement une description de la semaine pour tout le monde. Ce qui, à mon avis, était beaucoup plus intelligent. Parce que je ne crois pas, ce saucissonnage des gens d'après leurs signes, je suis très sceptique. Par contre, dire que globalement, dans la semaine qui vient, il y a une tendance générale à ce que certaines choses puissent mieux marcher que d'autres, ça me paraît plus raisonnable. Sans préciser. Parce que, vous comprenez, si vous rajoutez que non seulement ça, mais il va falloir tenir compte du signe, etc., on complique les choses encore plus. Donc, bon. Mais enfin, donc au départ, on disait simplement, voilà ce qui vous attend, voilà ce qui attend nos lecteurs dans le mois qui vient. On ne disait pas que ça va dépendre que vous êtes tel signe ou tel signe. Puis il y a un petit malin qui a cru bon, qui a connecté justement cette astrologie mondiale globale avec le système des 12 signes. Il a fait la jonction entre les deux astrologies, parce qu'on a deux astrologies très différentes. Comment vous l'appelleriez l'astrologie? Il y a l'astrologie mondiale et l'astrologie zodiacale, si on veut. Et ce petit malin, c'est qui? On ne sait pas très bien. C'est un astrologue des années 30, on pourrait donner quelques noms, mais enfin là aussi. Ça, c'était en France? C'était aux États-Unis? Oui, alors ça aussi, probablement, il y a aussi une influence américaine. En France, il y a eu des gens, on pourrait d'ailleurs, je pense que Nicole Edelman a dû faire, moi je peux vous donner des noms, et je pense que ça ne présente pas un intérêt majeur, et en plus ça serait à vérifier. Mais non, mais il y a des noms, mais c'est des noms qui sont complètement oubliés. C'est les noms de ceux qui écrivaient à cette époque-là. Bon. Alors, voilà, donc ils ont inventé une nouvelle astrologie en fait, une nouvelle astrologie qui est fondée sur le mouvement des planètes, combinée avec les 12 signes. Et voilà, voilà ce que ça. Voilà. Ça donne. Mais c'était pas au départ, ça n'était pas une seule même chose au départ. Ce sont deux pans de l'astrologie, l'un qui est du global, qui étudie la situation de l'astrologie dans le monde, des astres dans le monde. De l'autre côté, l'idée que, ah oui, on va regarder quand même comment ça va se passer pour chaque signe. D'accord. On a fait une sorte de jonction entre une astrologie des 12 signes et une astrologie plutôt du collectif. Et donc, on voit que les horoscopes sont assez populaires. Moi, la formule que j'ai en ce qui concerne les horoscopes, je parle un peu de moi, c'est que je l'ai lu, mais est-ce que j'y crois pour autant? C'est pas sûr. Donc, si je vous dis ça, après, voilà, donc, et du coup, quand même, comment peut s'expliquer leur certaine popularité? C'est-à-dire qu'ils sont lus, et qu'ils sont un peu crus, mais enfin, ça après c'est un peu au jugement de chacun, donc comment ça s'explique? Je vais vous répondre, on va changer la cassette, parce que j'ai pris une fin de cassette. Non, mais c'est pas qu'on arrive à la fin.